Quel avenir pour la jeunesse ? C'est une question qui revient souvent quand on parle d'environnement. On le voit dans nos médias, dans les discussions en famille. Comment les jeunes vont faire face aux enjeux climatiques qui arrivent ? Comment vont-ils rembourser la dette ? Comment vont-ils faire face à la segmentation de la société sur les questions de vivre ensemble ? C'est des questions qui nous animent, qui fait naître également une forme d'anxiété chez les jeunes. Si dans les années 1960, on imaginait le futur avec des voitures volantes, aujourd'hui l'avenir imaginé est moins sympa. Comment rassurer cette jeunesse ? Comment essayer de les mobiliser pour agir pour la planète en montrant que rien n'est perdu ? Ces questions invitent au voyage, partir à la rencontre d'une population et donc d'une jeunesse qui a déjà dû répondre à certaines de ces questions. Nous partons pour le Liban, un pays qui aujourd'hui fait face à des crises d'ampleur. Ce dimanche 10 avril, je pars avec ma caméra et mon trépied pour réaliser ma première vidéo de terrain. C'est une première pour moi, je la joue un peu à la Hugo Clément et j'espère que cette vidéo vous plaira. Nous arrivons à Beyrouth, après 4 heures de vol. Nous retrouvons Angèle, une amie rencontrée en école préparatoire à Lyon. Je suis accompagné de Nathan, mon copain, qui est devenu de manière plus ou moins voulue mon assistant reportage. Une semaine pour partir à la rencontre de la jeunesse libanaise, comprendre ce qui se passe dans ce pays aux 5 millions d'habitants, sonder l'état d'esprit de ces jeunes qui vivent une situation très compliquée depuis plusieurs années. La crise climatique au Liban n'est qu'un sujet de second plan, avec la crise économique et financière, la crise politique, l'explosion de Beyrouth ou encore la crise sanitaire et les pénuries alimentaires en lien avec la guerre en Ukraine. Dans cette situation très compliquée, nous allons voir la résilience de cette jeunesse qui ne tombe pas dans le défaitisme et qui a décidé de reprendre son destin en main. Pour commencer, il faut quelques bases sur le Liban, sa situation politique et géopolitique ainsi que des caractéristiques de base. Le Liban est un pays du Moyen-Orient, partageant ses frontières avec la Syrie, Israël, la Palestine et Chypre. Le pays proclame son indépendance en 1943 et met un terme au protectorat de la France. Un pays de 5 millions d'habitants au centre d'une situation géopolitique complexe. Le Liban est une constitution pluriconfessionnelle, c'est-à-dire que le pouvoir politique libanais est réparti proportionnellement au poids démographique de chaque confession. Il y a plus d'une dizaine de communautés religieuses dans le pays et cette fragmentation de la population est l'une des premières sources de conflits. Le contexte géopolitique est également très tendu, notamment avec les ennemis de longue date, l'Israël. Le Liban a subi de 1975 à 1990 une guerre civile atroce qui a provoqué la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes, ainsi qu'un nombre incalculable de disparus. En se promenant dans les rues de la capitale, nous pouvons encore apercevoir les traces de la guerre. Aujourd'hui, 1,5 million de migrants syriens ont trouvé refuge dans le pays, 500 000 Palestiniens également, ce qui représente près d'un tiers de la population. Le premier ressenti quand on arrive dans Beyrouth, c'est celui de l'étonnement. Nous traversons les grands hôtels, les belles allées, le centre historique, les restaurants connus. Une question se pose, où sont les Libanais ? Nous traversons plusieurs quartiers complètement vides, des centres commerciaux désertés, des places silencieuses. Beyrouth est en pause. Bien avant cela, le pays était connu comme le plus prospère de la région. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est ce que nous affirment les amis d'Angèle, des étudiants en échange qui ont pu étudier la question en cours. C'est un pays développé qui s'est développé, c'est horrible. Je parlais avec une dame qui avait quitté justement Beyrouth en 64 et tout la première fois, elle me disait mais enfin dans les années 60 on n'avait pas de générateur, on avait l'électricité, voilà, elle dit on vivait tout à fait normalement. Elle dit moi je vois le Liban aujourd'hui, alors que j'ai connu un Liban où enfin on s'est jamais posé la question. Avant, il était énorme. C'était quoi le Liban d'avant, genre avant? Mais j'ai même pas parlé du Golden Age. Tous les Libanais vivent dans le fantasme. C'était la Suisse du Moyen-Orient. Tous les Libanais vivent dans le fantasme du Liban d'avant la guerre. Genre c'était le pays le plus stable de la région. Mais non, en fait c'est un pays où il y avait un niveau de développement équivalent à l'Europe dans les années 60. C'est-à-dire que les populations avaient des télés, des frigidaires. Enfin, en gros, c'était vraiment un pays qui était sur la même voie de développement que des pays d'Europe. Genre sans déconner, tu vois, même les régions un peu rurales et tout avaient l'eau courante. Et c'est comme ça a commencé à partir en bruit. Il y a eu les guerres civiles. En fait, ouais, la guerre civile, c'est les années 80. Oui, il y avait déjà des... Mais c'était pas l'ampleur de la crise financière qu'il y a actuellement. Ça a atteint les plus bas. Il y a beaucoup de Libanais qui te disent on vivait mieux pendant la guerre civile que maintenant. Oui. Ils disent au moins pendant la guerre civile on avait du courant et de l'argent. Même les profs et tout le disent, genre qui sont là depuis hyper longtemps et tout. Ils disent pendant la guerre civile, le commerce ça marchait au Liban. Enfin, pendant la guerre civile, on avait un meilleur niveau de vie que maintenant. Tu connais le boom économique libanais? Dans les années 90, ils ont boomé économiquement à nouveau. Avec quoi? Avec l'époque de la reconstruction, Rafi Hariri. Après la guerre, du coup. Voilà, ça a boomé économique. Jusque dans les années 2000, ça a tapé fort et tout. Et en fait, c'était hyper artificiel. Toute leur économie s'est construite sur des trucs, sur un rendement bancaire, sur une économie bancaire et sur des rendements artificiels. Et donc, ça pète le FMI avait dit attention, vous êtes sur la mauvaise voie. Enfin, depuis des années et tout, on leur a dit attention. Sauf que corruption faisant, personne n'a fait bouger quoi que ce soit. Et en 2019, il y a eu la révolution et boum, tout a éclaté. Mais que s'est-il passé ?
Cité comme la plus grande crise économique du monde, le destin du Liban a sombré en 2019, quand une crise de l'endettement s'est ajoutée à une crise des liquidités et par effet d'enchaînement a créé la situation actuelle. Les responsables, principalement les politiques. L'État a eu des dépenses exagérées où les budgets ne sont ni publiés ni clos. Cela veut dire que depuis plus de 10 ans, les Libanais ne peuvent pas savoir comment est dépensé l'argent public. Cette mauvaise gestion des finances qui a enrichi certains hommes politiques et hommes d'affaires est aujourd'hui la principale cause de la crise. Bien évidemment, la crise sanitaire puis l'explosion de Beyrouth a donné un coup fatal à une économie en peine. Et cela a un impact sur la vie des Libanais au quotidien. Du côté des banques, depuis la crise financière, les avoirs des Libanais sont gelés. Ceux-ci ne peuvent donc pas retirer d'argent comme ils le souhaitent. Ils doivent attendre le premier du mois pour retirer une modique somme. Il faut savoir que la livre libanaise a perdu 95% de sa valeur en 3 ans. Aujourd'hui, une économie de la monnaie parallèle s'est établie où l'on échange les dollars ou des euros pour des livres libanaises. C'est ce que nous avons fait sur place. Nous avons dû retirer des euros en France et chaque matin, nous allions échanger nos euros dans un bureau de change du coin de la rue. Un autre phénomène quotidien rappelle la crise à tous les Libanais. C'est l'électricité. Du fait des difficultés économiques, un rationnement en électricité a été décrété par le gouvernement. À Beyrouth, l'électricité est fournie pendant seulement 3 heures. C'est moins dans certaines villes du pays, ce qui laisse des scènes de coupure assez impressionnantes. Cette situation de faiblesse économique a mené à un grand soulèvement populaire le 27 octobre 2019. Celui-ci a débuté lorsque l'État décide d'imposer une taxe sur les communications WhatsApp. C'est la goutte de trop, les Libanais sortent massivement dans les rues pour demander la destitution du gouvernement. Mais surtout, demander un renouveau pour le Liban contre la corruption qui détruit la vie du pays. Les dollars sortent puisque 80% de nos besoins, on les importe. La classe politique et dirigeante depuis 30 ans est responsable. Ils se sont succédés au pouvoir et ils n'ont pas réussi à construire une économie digne de ce nom à travers l'agriculture, les industries, la production au Liban. Au contraire, ils ont accordé des taux d'intérêt extraordinaires sur l'argent. Ils se sont fait beaucoup d'argent avec les banques et tout un système mafieux. Et au lieu d'investir dans le système de production, on a préféré investir dans le système bancaire, qui était un système qui s'est effondré complètement sur le système de Ponzi. Et que finalement, dans une économie où 80% de nos besoins, on les importe, tu as besoin donc de payer tes importations en dollars, les dollars sortent et ne rentrent plus. En effet, les Libanais déplorent l'absence des services publics, que ce soit en électricité, en eau, en enlèvement des déchets, mais aussi l'explosion du chômage ainsi que la paupérisation de la population. On dénonce le détournement de l'argent destiné au secteur de production vers le service de la dette de l'État. Du fait, le pays ne peut pas subvenir à ses besoins et dépend fortement des importations. Mais la crise n'est pas ressentie par tous les Libanais de la même façon. Ceux qui occupent les places du pouvoir, des grandes entreprises ou les étrangers continuent de vivre dans l'opulence, ce qui laisse avoir des scènes de grandes inégalités où les Range Rover côtoient les quartiers abîmés par la crise. Si la diaspora libanaise, c'est-à-dire les Libanais qui vivent à l'étranger, envoient beaucoup d'argent dans le pays pour soutenir les familles, depuis la crise et l'impossibilité de retirer de l'argent des banques, ces transferts d'argent se font rares, et ce qui va accentuer la crise. Si la crise économique et politique ne suffisait pas, l'explosion de Beyrouth le 4 août 2020 a porté un coup fatal à la capitale libanaise. Une explosion d'une ampleur inédite a retenti dans le port industriel. La force est si puissante que la ville entière est soufflée, plus aucune vitre n'est restée intacte. Toute une partie de la ville est totalement ravagée. Plusieurs centaines de victimes sont à déplorer et des milliers de blessés. Je peux te décrire moment par moment ce qui s'est passé avec moi. J'étais en train d'acheter des fruits et des légumes pour la maison. Donc ma mère avait besoin de préparer quelque chose et elle m'a envoyé, c'était à Raouché. Donc disons totalement en face du littoral, mais pas en face du port. J'ai entendu comme une secousse et j'ai reposé ma main sur une branche. Tout le monde à côté de moi est tombé par terre. On ne sait pas pourquoi. J'avais garé ma voiture juste en face. Il y avait des blocs de vitres, si on peut dire, qui se sont écroulés d'un côté et d'un autre de ma voiture. Pour moi, physiquement, j'étais intact. Mon frère, qui apprenait encore à conduire, qui prenait ses leçons de conduire, a cru qu'il y a eu une explosion juste derrière lui alors qu'il était à 20 minutes du port, ce qui est très loin. On se retourne tous et on voit qu'il y a une certaine fumée grise, noire, qui sort d'un endroit quand même qu'on pense assez proche. D'abord, nous avons pensé que l'explosion a eu lieu, disons, ici, au centre-ville,
que le Premier ministre Hariri a été victime d'une explosion ou d'un attentat. Bien sûr, je ne peux pas te décrire tout le débris qui était sur la route. On est à 20 minutes du port, donc quand même c'est un peu loin, disons. Des vitres cassées, des quartiers anéantis, des personnes blessées, des cailloux un peu partout, non seulement des vitres, des voitures endommagées, oui. Donc on coupe livre à la maison, on allume la télé et on dit qu'il y a un hangar dans le port qui a explosé et qui contenait des feux d'artifice et de mini-explosifs. Ensuite, petit à petit, durant la soirée, on découvre que non, il y avait du nitrate d'ammonium. Encore aujourd'hui, 2 ans après l'explosion, les cicatrices sont toujours visibles. Du fait de l'absence de l'État, plusieurs quartiers n'ont toujours pas été reconstruits. De l'aide humanitaire a permis de reloger certains habitants, d'autres ont fui la ville. La partie la plus proche du port renaît très lentement, 300 000 habitants ont perdu leur logement. Un coup fatal à l'économie du Liban où 70% des importations du pays passent par le port de Beyrouth. Cette explosion causée par le dépôt très important de nitrate d'ammonium a accentué la crise politique du pays. Le 10 août, le gouvernement est contraint de démissionner. J'ai eu l'habitude de dire, quand j'étais interrogé sur ce qui s'est passé, j'ai dit, en fait, cette explosion, c'est l'explosion de la corruption, que pendant 30 ans qui s'est accumulée, cette pression et cette corruption a explosé. C'est pour dire que cette explosion du port de Beyrouth, sans la corruption, elle n'aurait pas eu lieu. Mais comment se matérialise cette crise dans le quotidien des Libanais ? Karim, ce jeune étudiant, nous a fait visiter la capitale pour nous expliquer les impacts concrets de la situation. Avant la crise, on allait régulièrement faire des retraits, faire des dépôts, convertir des livres libanaises en dollars américains. Abstraction de la crise du coronavirus, on voyageait pratiquement chaque été ou même 2 fois par an. Aujourd'hui, cela fait plus de 3 ans que je n'ai pas mis les pieds dans un avion. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de temps que je ne me suis pas acheté quelque chose de nouveau, disons. De nouveaux vêtements, de nouvelles pièces pour la maison, si on peut dire, de nouveaux meubles. On ne voit plus beaucoup de personnes qui sortent pour le plaisir. Ils aillent juste vers leur travail et puis ils reviennent. Pas beaucoup de gens aujourd'hui peuvent payer ou se procurer le luxe, qui est devenu le luxe, de passer les dimanches en famille au restaurant ou à la plage. Donc oui, ça a varié. Beaucoup de mes amis aujourd'hui ne peuvent pas se procurer, disons, ce luxe de sortir régulièrement ensemble comme on le faisait avant. On peut dire que ma vie sociale a été impactée par tout ça. Encore plus, ma vie universitaire a été impactée par tout ça parce que vu les fermeture de l'université à cause de la crise, non pas du coronavirus, mais aussi avec la crise économique. Nous avons dû fermer pendant plus de 10 jours, voire même 1 mois, si on combine tout. Je dis tout le temps, Dieu merci, j'ai mes 2 parents qui travaillent et que je suis inscrit dans une bonne université et que j'ai les moyens de payer pour cette université. Comme Karim nous le répète, celui-ci a de la chance d'avoir des parents gagnant bien leur vie, ce qui permet d'appréhender mieux les impacts de la crise. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Depuis 2019, 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Il serait intéressant de scruter les chiffres de l'immigration des jeunes depuis la fin de 2019, la crise économique et financière, l'explosion de Beyrouth, qui sont partis. Et là, nous sommes en train de connaître ce départ forcé la plupart du temps, mais surtout des jeunes. Si tu vas interroger les jeunes qui sont aujourd'hui en classe de terminale, dans les écoles, leur rêve est de partir. Si tu interroges les moins jeunes, ceux qui sont dans les universités encore au Liban, leur rêve est de partir. Malgré tout cela, nous avons pu vivre quelque chose de puissant en étant à Beyrouth. Cette volonté des jeunes et des moins jeunes de refaire vivre le cœur du Liban, de ressortir faire la fête, de sortir entre amis, entre amoureux, sortir manger un bout dans le resto du coin. C'est des soirées jusqu'au bout de la nuit pour la jeunesse libanaise, de la musique beaucoup trop forte dans la rue d'Arménie, des shots d'arak, bref, une jeunesse qui vit ses jeunes années. Bien sûr, ces soirées ne sont pas représentatives de toute la population libanaise, mais on voit déjà un retour d'une certaine jeunesse des universités qui se réapproprie les lieux de fête, les lieux de rencontres et de loisirs. Et c'est beau à voir. Le Liban, c'est aussi une richesse culturelle impressionnante, le véritable berceau de l'humanité qui peut se voir dans plusieurs villes du pays comme à Baalbek en découvrant les ruines et les vestiges.
Nous avons pu visiter au cours de nos interviews et de nos rencontres la richesse d'un pays à l'histoire passionnante. Et bien sûr, je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler de la gastronomie libanaise pour laquelle je suis tombé amoureux. Les fameux mezzés qui se partagent et qui laissent place à de beaux moments conviviaux autour de la table, que ce soit en mangeant une salade fatouche, en dégommant le houmous ou en dégustant un manouché. Mais y a-t-il encore une place pour l'écologie ? Comment peut-on penser à des problématiques moins concrètes actuellement, quoique comme vous le savez, nous vivons déjà les premiers impacts du dérèglement climatique ? Mais dans un pays qui n'y arrive pas financièrement, qui n'a pas de gouvernement légitime, qui doit avant tout se relever, peut-on encore parler d'écologie ? Eh bien oui, car bien évidemment tout est lié, et nous ne pourrons pas bâtir un monde juste, stable et prospère si nous ne pensons pas de manière écologique. C'est en tout cas ce que défend Manal Moussalem, conseillère au ministère de l'Environnement pendant 10 ans et représentante du programme des Nations Unies pour le développement, qui a répondu à mes questions. Quelle est la situation ? Donc, selon une étude qui a été faite par le Programme des Nations Unies pour le développement et donc publiée en 2019, le coût annuel de la dégradation environnementale est de 2,35 milliards de dollars. Donc ça, c'est un indicateur sur la situation environnementale. Et donc, qu'est-ce qui cause ce coût-là ? Il y a différents défis, si on ne veut pas les appeler problèmes. Pour commencer, si vous voulez, l'urbanisation anarchique, qui a un impact direct sur le climat, le tourisme, l'accès à la plage, etc. L'eau est donc urbanisation anarchique. Deuxièmement, pollution de l'eau, pollution de l'air, mauvaise gestion des déchets solides. Donc tout ceci fait que le coût de la dégradation environnementale est de 2,35 milliards de dollars. Mais on peut se demander, qu'est-ce qui cause cela ? Quelle est la raison principale de tout ceci ? Je te dis, ce n'est pas le manque de texte. Peut-être il y a 10 ans, j'aurais pu te dire qu'on n'avait pas assez de textes, de lois ou de décrets qui organisent le secteur de l'environnement. Là, ce n'est plus le cas. Il y a eu beaucoup de textes durant la dernière décennie. Je ne peux pas prétendre que nous avons tous les textes qu'il faut. D'ailleurs, c'est qu'on met à jour d'une façon continue. Si tu veux, c'est un peu plus fort que l'application de la loi. Donc, on peut dire qu'au Liban, le plus grand défi, c'est dans ça. Les lois ne sont pas appliquées comme il faut. Dans la plupart des cas, l'intérêt politique ne converge pas avec la préservation de l'environnement. Parce que toute personne qui cherche un gain, entre guillemets, rapide, ne sera pas intéressée par la protection de l'environnement. Donc, pour cette personne, l'environnement peut attendre, entre guillemets, tout en sachant que ça ne peut pas attendre parce que beaucoup de dégâts sont irréversibles. On n'est pas assez sensibilisé. Donc, peut-être aussi que ces politiciens-là, ils ne savent pas vraiment l'ampleur de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ces mêmes personnes vous parleront de sécurité alimentaire. Comment on peut parler de sécurité alimentaire et parler d'urbanisation anarchique en même temps? Quand on permet toutes ces carrières et ces constructions dans les zones agricoles alors que ce n'est pas permis, d'où est-ce que la sécurité alimentaire va-t-elle venir? Ces multitudes de crises risquent de faire passer l'environnement en 3e ou 4e lieu. Et on le remarque déjà. Parce qu'il y a les impacts directs de la crise, il y a les impacts indirects. Déjà qu'à cause de la crise, le premier exemple, il n'y a plus d'électricité. Déjà au Liban, il y avait des problèmes d'électricité, mais là, nous sommes passés à 1 heure d'électricité par jour. Et donc, les générateurs de quartier ont dû fonctionner encore plus. Donc, il y a eu une prolifération de ces générateurs de quartier avec l'impact direct que ça a sur la pollution de l'air. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, avec la crise financière et les prix qui ont flambé et l'hiver très dur que nous avons eu, les gens ne pouvaient pas se permettre d'acheter du mazout pour réchauffer leur maison. Donc, pas tout le monde pouvait se permettre de faire ceci. Donc, il y a eu, si vous voulez, on a coupé les arbres, etc. Il y a eu beaucoup d'incendies de forêt. Est-ce que ces incendies-là étaient des incendies naturels ou bien c'était des incendies provoqués? On peut pas le prouver. Mais on sait très bien que pas tout le monde peut se permettre donc d'acheter le fioul de nos jours. Le troisième impact de la crise, comme il n'y a plus assez d'argent, donc il n'y a pas d'argent, il n'y a pas les fonds nécessaires pour l'opération et la maintenance. Donc, les stations de traitement des déchets solides, etc., sans argent, comment ça va fonctionner? Tout ceci a mené à la réouverture de quelques décharges sauvages dans le pays. D'un autre côté, avec toutes ces crises à gérer,
il y a encore moins de temps pour les décideurs, selon eux, pour s'occuper de l'environnement. Donc, ils vont penser qu'entre nourrir les gens et préserver l'environnement, moi, je préfère donc donner plus de temps pour ça. Alors que l'environnement ne peut pas attendre. C'est aussi le combat passionnant d'Amani, qui a dédié beaucoup de son temps à protéger son beau pays face aux croutons avides d'argent. My activism to save the Bisri Valley dated to 2014 was a turning point in my life. There were plans to construct a controversial dam in the Bisri Valley area, and the project would have had a detrimental impact on the environment. I started by creating a Facebook page to highlight the local opposition to the Bisri Dam, which later turned into a national campaign to save the Bisri Valley through the support of Lebanon's eco-movement and the civil society associations. Through our efforts and continuous struggle, we saved one of Lebanon's most remarkable natural and cultural heritage from a crime committed against humanity, threatening safety, social and climate justice, the Bisri Dam. Let us be the desired change, a change where everybody, woman and man, young and old, urban and rural, will have a role in blooming it and sustaining it. A change that respects environment, cherishes nature, and values the human. La question qui se pose après avoir écouté les Libanais, c'est de savoir s'ils ont toujours espoir, malgré les crises, malgré une situation très difficile pour le pays. Peut-on encore y croire? Je vous laisse écouter leurs réponses. En général, je suis de nature optimiste. Je me dis qu'on n'a pas le choix. Mais je dois t'avouer que ce n'est pas une bataille facile. Là, récemment, malgré toutes les crises, il y a une loi qui a été votée qui a permis de construire dans les zones qui n'ont pas de plan d'urbanisme. Donc, c'est quoi? C'est les zones agricoles, etc. Et donc, c'est choquant d'entendre ceci alors qu'on est en train de parler en même temps de la crise de sécurité alimentaire, etc. Il y a un proverbe libanais qui dit « Donc, avec toute montée, il y a une descente, et avec toute descente, il y a une montée. » En termes plus politiques spécifiques, toute ascension est accompagnée d'une récession, et toute récession sera accompagnée d'une ascension. Aujourd'hui, je pense qu'avec le 4 août, avec tout ce qu'on a vécu après le 4 août, nous avons, comme les Anglais le disent, hit rock bottom. Donc nous avons vraiment touché le fond de l'abîme. Depuis lors, on commence progressivement. Il faut qu'il y ait une ascension maintenant aussi avec la fin de la crise du coronavirus, parce que ça avait amplifié la crise économique du dollar au Liban. Je pense que non, on peut commencer à espérer avec une nouvelle politique que notre avenir au Liban sera meilleur et qu'on pourra bien sûr rester là. Est-ce qu'on garde l'espoir? Oui. Après les difficultés, il y a la résurrection. Je garde de l'espoir parce que je suis attaché à mon pays. On voit qu'il y a de l'espoir, on voit la lumière. On a les étudiants, les jeunes, les moins jeunes qui croient au changement. On ne peut pas les laisser tomber. Moi, je suis là, moi j'ai fait toutes mes études en France. Et j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai tout quitté, je suis venu en 98. Quand je vois mes étudiants, ma famille vouloir quitter, je suis triste. J'en pleure. Pour qui on va laisser ce beau pays? Il faut absolument qu'on garde l'espoir. Cette résilience du peuple libanais m'a bouleversé. Le départ de Beyrouth a été difficile, cette semaine a été intense de rencontres, de découvertes, de témoignages. Le Liban est un pays magnifique et j'ai beaucoup d'admiration pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et celles qui ont participé à cette vidéo. Je les remercie du fond du cœur. Le Liban est beau, le Liban est fort, le Liban renaîtra et j'en ai la conviction la plus personnelle. On doit garder l'espoir parce qu'il y a des gens comme vous, comme toi et comme toi. Vous aimez le Liban, vous vous intéressez au Liban, aux Libanais. Vous parlez du Liban et des Libanais. Et que quand on voit que vous aimez le Liban, on doit l'aimer comme vous au moins. N'est-ce pas? On doit y croire encore.